La screwball comedy, c'était la revanche des femmes américaines. Leurs droits, nouvellement acquis au début des années 20, avaient été mis à mal par la crise de 29. Dernières embauchées, elles furent les premières à subir le chômage. Cette bataille des sexes qu'elles menaient au quotidien pour une improbable égalité sociale, les Américaines en retrouvaient le reflet au cinéma, enjolivé par le glamour hollywoodien. Les dialogues percutants des héroïnes de la screwball comédie servaient d'exutoire aux spectatrices, heureuses de retrouver sur le grand écran des situations auxquelles elles étaient quotidiennement confrontées. Pourquoi demande-t-on toujours aux femmes de choisir entre leur vie professionnelle et leur vie privée, alors que l'on n'impose jamais ce dilemme aux hommes ? Dans les années 40 et 50, cette liberté de ton, ce respect des aspirations légitimes des femmes américaines, sera à nouveau ignorée par Hollywood. Les séductrices maléfiques, les idiotes ravissantes issues de l'imaginaire masculin reprenaient le dessus sur les femmes de tête. Le génie d'une actrice comme Carole Lombard fut justement de toujours parvenir à dominer les stéréotypes des pires scénarios. Oh, see here, you can't do that. Godfrey will soon fix Irene. Yes, indeed. Just leave everything to Godfrey. Godfrey will take care of everything. Now, you just sit right down there like a good girl, and in just a minute, you'll forget that you had any trouble. I thought so. Let that be a lesson to you. Godfrey! Oh, Godfrey, don't go away. Oh, Godfrey. Now I know you love me. I do not love you, and you're getting me all wet. You do, or you wouldn't have lost your temper. What is the meaning of this, may I ask? Oh, nothing. Godfrey loves me. He put me in the shower. Whatever are you talking about? Godfrey loves me. Godfrey, I demand an explanation. I think perhaps, madam, that I had better resign. Yes, I think you'd better. That's a very good idea. What do you think your father would say to all I don't this? care what anybody says. Godfrey loves me. See here, young lady, you take a bath and put on some dry clothes and come downstairs immediately. Do you hear? Oh, I never heard anything like this in my life. Dans My Man Godfrey, malgré son rôle d'héritière sans cervelle, la détermination de Carole tout autant que sa droiture reste évidente. Même lorsque par caprice elle fond en larmes, on ne doute pas un seul instant qu'elle parviendra à ses fins sans léser personne. Godfrey aura beau résister de son mieux, il finira bien par devenir son homme. Au passage, le bon majordome donnera une belle leçon d'humanité à tous les membres de cette famille privilégiée, anticipant avec une classe inégalable sur le zèle du serviteur de Lauzet ou sur la descente de l'ange dans le théorème de Pasolini. After 3 years of a hush-hush affair behind closed doors, Pa finally succeeded in divorcing his wife, Rhea. We were far from Hollywood that March 29th, 1939. The simple rites of our wedding took place in Kingman, Arizona. The following summer, we settled in a 20-acre ranch in the Encino section of San Fernando Valley. Our nest was this cute white brick colonial house, former residence of director Raoul Walsh. And on our shoulders sat 2 guardian angels named Myron and David. The Selznick brothers took good care of us. After that incredible contract that Myron dealt for me with Paramount, David gave me a big gift. He cast me as Hazel Flagg, the best part of my career, in the full Technicolor production of Nothing Sacred under William Wellman's direction. This marvelous satire of journalistic practices, written by Ben Hecht, tells the story of a country girl who fights back against a cynical New York newspaper. Nothing Sacred was a smash hit, as big as My Man Godfrey. They started calling me the screwball queen of the screen. After that, it was Pa's turn to be crowned. In Atlanta, at the end of December 1939, I was on his arm, parading in front of 300,000 people. It was for the world premiere of Gone with the Wind. He was the king of Hollywood, and I was proud, oh, so proud of him.
La maison que Carol a quittée pour vivre avec Pa est louée à un jeune réalisateur britannique nouvellement installé à Hollywood. La propriétaire et le locataire s'entendent à merveille et c'est ainsi qu'entre deux thrillers, Correspondant 17 et Soupçon, Alfred Hitchcock réalise en 1940 Mr. and Mrs. Smith, la seule screwball comédie de son œuvre. Cette farce conjugale n'apporta rien à la gloire du maître du suspense, mais rencontra un vif succès critique et la première semaine se jouera à guichet fermé, consolidant encore la position de Carol. Le premier jour du tournage, en arrivant sur le plateau, Hitchcock a la surprise d'y trouver parquées 3 vachettes sur pied, portant chacune une pancarte au nom des 3 acteurs principaux. Aimable réponse de Carole Lombard à la célèbre boutade d'Hitchcock, les acteurs doivent être dirigés comme du bétail. Le 15 février 1942, Carol est de retour sur les écrans, incarnant la troublante Maria Toura dans To Be or Not To Be. Une troupe d'acteurs shakespeariens met son médiocre talent au service de la résistance polonaise. Taxée de mauvais goût, la comédie d'Ernst Lubitsch recevra un accueil enthousiaste de la part du public. La critique, elle, sera mitigée. Lubitsch ne fait pourtant, à l'instar de Chaplin dans Le Dictateur, qu'utiliser les ressources de la dérision pour épingler le nazisme. Tourbillonnante, au milieu de la troupe, Carole se montre éblouissante, glissant des partisans aux nazis, balançant entre cynisme et devoir. Le public fait la queue pour voir To Be or Not To Be, pour voir Carole Lombard, pour la voir une dernière fois. La belle, la superbe reine de la screwball comédie n'est plus. Le 16 janvier 1942, Carole s'envole, accompagnée par sa mère, à bord d'un Lockheed Sky Club, effectuant une tournée de collecte de fonds pour le compte du gouvernement, en soutien à l'effort de guerre. L'avion de Carole Lombard, après avoir embarqué à Albuquerque le violoniste Joseph Zighetti, ainsi que 15 officiers de l'armée de l'air, est attendu à 20h à l'aéroport de Burbank. À 19h, le Sky Club redécolle de Las Vegas après avoir rempli ses réservoirs. 23 minutes plus tard, à 30 miles au sud-ouest de Las Vegas, l'avion s'écrase sur les flancs de la Table Rock Mountain. Les yeux de Carole s'étaient fermés pour toujours. Clark Gable, brisé, termine ses derniers contrats puis abandonne Hollywood. Après une formation à l'école de l'air de Miami, il part pour l'Europe. 7 mois après son affectation, il reçoit la Distinguished Flying Cross ainsi que l'Air Medal pour actions exceptionnelles méritoires accomplies au cours de 5 missions aériennes. Démobilisé, Clark Gable mettra longtemps avant de retrouver la place qui était la sienne avant-guerre. 18 années durant, il ne cesse au travers de nouvelles liaisons, de nouveaux mariages, de poursuivre en vain l'ombre de Carole Lombard. Une crise cardiaque l'emporte le 16 novembre 1960. Au terme d'un service célébré dans cette même chapelle de Forest Lawn, qui avait accueilli en janvier 1942 la dépouille mortelle de son amour perdu, il fut enterré, selon sa volonté, aux côtés de Carole Lombard.